Bonjour à toutes et à toutes. Merci de votre attention à notre émission hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui reçus à Marguerite, au bar à vin Le 520, bar à vin qui fait aussi de la bistronomie, 76 allée Louis Blériot. Pourquoi Marguerite? Parce que nous sommes dans la circonscription de notre invité qui est aujourd'hui Philippe Berta. Avec un prénom comme ça peut que bien se passer. Philippe Berta, qui a 59 ans, qui a été élu le 18 juin 2017 député de la 6e circonscription du Gard, élu avec 60,36% des votants ce jour-là, le FN étant second à 39,65, en sachant qu'il n'y a quand même eu que 40% des inscrits qui ont voté. C'est pas pour minimiser le résultat électoral, c'est pour signaler qu'il y a quand même un taux d'abstention aux législatives qui est énorme. Donc Philippe Berta, c'est intéressant parce que c'est un généticien biologiste qui est bien connu à Nîmes, enseignant-chercheur à l'université de Nîmes, fondateur de l'école de l'ADN. Il nous expliquera tout à l'heure un peu ce que c'est que l'ADN. C'est un centre de formation et d'information sur les avancées de la biologie moléculaire et de la génétique au Muséum de Nîmes. Donc, il a fait son entrée en politique, on peut dire peut-être grâce à François Bayrou, puisque c'est à l'occasion des dernières législatives et sur une intervention forte de Bayrou qui considérait qu'il n'avait pas assez de gens à lui dans les propositions de tête de liste, que Philippe Berta a récupéré donc la tête de liste à Nîmes. Alors voilà, moi, sur cette présentation très générale, on va poser un certain nombre de questions. Tu démarres, Philippe? Alors, Pierre Pierre-Philippe aussi. Il y a du Philippe de partout. Philippe Berta, comment est-ce qu'il faut qu'on vous positionne? C'est l'homme politique, c'est le chercheur, c'est le professeur, c'est le militant MoDem, c'est le père de famille. Comment on peut définir aujourd'hui Philippe Berta? C'est bien parce qu'il y a ce que vous proposez, il y a différents items, et ça reprend les items avec lesquels j'ai fini par accepter cette incartade législative pour ces 5 ans, en disant très clairement à Paris, attention, moi j'ai 3 priorités, mais la première, c'est la famille, mais la deuxième, ce sont mes étudiants, et c'est le domaine de la santé et de la génétique, et la troisième, c'est effectivement l'engagement citoyen et l'engagement politique. Mais c'est bien dans cet ordre-là que j'ai énoncé les choses, en leur disant, ça peut ne pas convenir, parce qu'à partir de là, ça me donne quelques contraintes, ça me donne des choix, et mes choix iront toujours dans ces 3 items. Bon, il se dit que je suis un gros travailleur, donc ils n'ont pas été très inquiets en disant, même s'il met ça en 3e position, il va quand même travailler comme un fou, et donc ils ont accepté mon offre, et ils ont suffisamment insisté pour que j'accepte d'être effectivement, il y a maintenant 19 mois, candidat sur cette 6e circonscription du Gard. Incartade, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour l'instant, dans ma tête, il y a un mandat à faire, et à essayer de bien faire. Et vraiment, c'est un travail que on m'avait un petit peu prévenu, qui est un travail énorme, si on veut participer, si on veut être à la base de certaines lois, si on veut faire progresser les choses. Et c'est un peu la chance que j'ai, c'est que je suis un peu unique, entre guillemets, dans cette législative, dans cette mandature-là, parce que le profil que vous avez annoncé n'est pas partagé par d'autres, ce qui fait que je peux récupérer un petit peu tous les dossiers, au niveau de l'enseignement, de l'éducation, au niveau de la recherche, au niveau de la santé, qui sont de la bioéthique, parce que ce sera un des grands thèmes forts de fin d'année, qui sont dans ce domaine-là. Donc je trouve ça relativement épuisant, passionnant par les rencontres, surtout, parce que je pense que je travaille au quotidien avec des gens que je ne pensais jamais pouvoir croiser dans ma vie, des prix Nobel, je travaille actuellement avec 2 prix Nobel, et c'est quand même un grand moment de vie. Et ça m'arrive à me dire, mais comment faisait-on avant, à l'époque du cumul, quand on était député, maire, sénateur, maire, comment est-ce possible d'assumer ces 2 mandats simultanément? Parce que franchement, si on fait le boulot, on n'a pas le temps d'autre chose. Vraiment pas le temps d'autre chose. J'ai encore le temps de quelques enseignements parce que j'adore ça. J'ai le temps de quelques conseils d'administration de l'école de l'ADN parce que c'est mon bébé et que je le surveille avec les yeux de Chimène depuis bientôt 25 ans.
Mais vraiment, ce sont des journées, en tout cas, De 48 heures. pratiquement, enfin en tout cas sur le mardi, mercredi, jeudi, moi je sais à quelle heure je commence, je sais à quelle heure je finis, donc ce sont des journées de 16 heures. Et vous avez quand même, dans votre activité de député, vous avez déposé 2 projets de loi qui ont été discutés d'ailleurs. Hein. Plus que des projets de loi, ce sont les lois, Bernard. Ce sont des lois. Alors, il y a le handicap et il y a les essais quand les cliniques. lois émanent du gouvernement, on appelle ça des projets de loi. Quand les lois émanent d'un député, on appelle ça des propositions de loi. Donc j'ai effectivement déposé 2 propositions de loi, l'une qui est adoptée et qui est totalement désormais même en application, c'est un peu complexe, qui est une loi qui simplifie ce qu'on appelle les essais cliniques, qui raccourcit le temps d'accès pour nos enfants en particulier, parce que c'est surtout à eux que je pense, d'accès aux médicaments innovants. Et la deuxième, qui est pour l'instant toujours encore au Sénat, qui a été adoptée à l'unanimité dans l'hémicycle, qui est une proposition de loi sur le handicap, qui avait pour objet de faire en sorte de 2 objets, peut-être pas détaillés, mais dont l'un d'entre eux était effectivement de permettre aux gens de plus de 75 ans de pouvoir retrouver ou accéder au statut de handicapé, parce que ce n'était pas possible dans notre pays. Je pense qu'on avait un peu oublié en 2005, lors de la grande loi sur le handicap de 2005, que la population allait être vieillissante et que beaucoup d'entre nous allons découvrir le handicap après 75 ans. Voilà, c'est effectivement ces 2 propositions. J'ai déjà dans ma tête des prémices d'autres propositions de loi, mais c'est pas simple parce que je n'ai le droit qu'à 2 journées par an pour faire ces propositions de loi. Une journée en mai et une journée en novembre, qui sont les journées où l'hémicycle est réservé à mon groupe parlementaire, au groupe du Mouvement démocrate. Et, pour rien vous cacher, ça frictionne un peu, parce que tout le monde a envie de faire sa petite proposition de loi, puis d'aucuns disent « Philippe, il est sympa, mais il en a déjà fait 2, c'est peut-être maintenant un peu à nous ». Donc c'est bien normal que je m'efface un peu, mais je sais que, probablement pas pour le mois de mai, parce que j'ai trop de travail sur d'autres dossiers, mais pour l'automne, j'ai déjà quelques idées, et j'ai la chance en plus, dans les domaines que vous avez cités, d'être une vieille barbiche déjà, et de connaître beaucoup de gens, et de pouvoir en permanence confronter ces projets aux utilisateurs in fine. Et ça, c'est ça qui est important et intéressant. Mais on vous a aussi confié 2 missions, c'est important, parce que on a 2 députés de la même tendance, la République en marche. Je ne suis pas République en marche, mais nous sommes tous les 2 de la majorité. Modem, République en marche. On y viendra tout à l'heure, on aura quelques questions à vous poser. On essaiera de comprendre. Mais vous avez eu une mission d'inclusion des handicapés dans l'école de la République, c'est nouveau. Ça, c'est une mission ça n'a rien à voir avec le... Alors, je n'ai pas de mission sur ce thème-là. Je suis rapporteur de groupe, c'est-à-dire que pour chaque groupe politique, effectivement, on a des rapporteurs. Je vais être rapporteur de groupe. Je crois que j'échapperai pas, par exemple, au titre du Mouvement démocrate pour les grandes lois de bioéthique. Alors, non, la vraie mission, c'est celle qui sur les carrières scientifiques. Sur l'attractivité. Voilà, l'idée est la suivante, c'est que dans le cadre du lancement du 80e anniversaire du CNRS, qui est cette noble institution qui a été créée après-guerre, qui est l'un des grands organismes, le plus grand organisme de recherche de notre pays, le Premier ministre Édouard Philippe a souhaité en profiter pour lancer la première étape d'une grande réforme, très attendue depuis des années, d'une grande réforme sur la recherche, l'enseignement supérieur. Donc l'idée étant de pouvoir présenter ce projet de loi en fin d'année, probablement, et qui est un projet de loi qui pourrait enfin remettre peut-être notre pays dans le leadership de l'activité scientifique, parce qu'on est déclinant. On est déclinant aussi bien en termes de budget, en termes de personnel, à tous les égards, et c'est quand même là que se joue l'avenir de notre pays. C'est là que se jouent les produits de demain, les découvertes de demain, ce qui fait l'activité industrielle et économique de demain. Et ce qui fait aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les sciences et les technologies, la recherche, c'est aussi en sociologie, c'est aussi en droit, c'est aussi en histoire, etc. Donc effectivement, on m'a confié une mission. Il y a 3 missions qui ont été donc déclinées et publiées au journal officiel au mois de février. Je découvre, c'est le type de mission qui émane du Premier ministre. Elles ont ça de captivant, c'est que si je ne la réussis pas dans les 6 mois, je perds mon mandat. Donc c'est un bon stimulant. Ça motive. Ça motive. Sérieusement, c'est quoi J'ai pour 6 mois pour avoir effectivement bouclé ce travail et remis mon rapport au gouvernement.
Donc il y a 3 missions. Il y a une mission sur les financements de la recherche, où le député référent, vous le connaissez au moins de nom bien sûr, c'est Villani, notre Cédric Villani, effectivement, notre grand mathématicien. Pour la partie partenariat public-privé, valorisation des produits de la recherche, c'est une des députées les plus en vue de la République En Marche, surtout sur les termes financiers économiques, qui s'appelle Amélie de Montchalin. Et puis pour tout ce qui sont les métiers de la recherche, et peut-être la nouvelle façon de recruter, de mieux recruter, de plus recruter, et surtout la façon enfin peut-être de payer un peu de façon cohérente mes chers collègues, là c'est bon. Donc je suis très attendu. Et du boulot. Et il y a du boulot parce que effectivement il faut savoir, je le rappelle souvent, c'est qu'un enseignant-chercheur ou un chercheur aujourd'hui, âge moyen de recrutement, on n'est pas loin de 35 ans. Donc ça fait 35 ans, j'allais dire, bac plus 17, beaucoup d'années de galère. Et salaire médian, 1800-2000 euros par mois. C'est ça. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment du travail. Cette mission par rapport à la recherche, l'impact de la Philippe Berta Touch sur Nîmes, sur le Gard, quelle incidence est-ce que le Gard peut se positionner comme étant un département aussi derrière vous, derrière les démarches, parce qu'on reconnaît aussi votre impact au niveau de la recherche par rapport à la formation, par rapport à beaucoup de choses sur l'ADN, ainsi de suite. Quels sont les impacts sur le département et plus particulièrement sur Nîmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant que dans votre action? C'est difficile à répondre parce que là, c'est bien sûr pour le national qu'on travaille. Il est clair par contre que... Vous êtes député de la 6e circonscription du Gard. Non, d'accord, mais il est clair que si j'habitais Montpellier, je pense que j'aurais beaucoup plus d'yeux braqués sur mon action quand on connaît le poids dans l'activité locale et sur Montpellier, le poids de la science et de l'enseignement supérieur à Montpellier. À Nîmes et dans le Gard, ça concerne effectivement nos collègues de l'école des mines, par exemple à l'Est, ça va concerner nos collègues de la faculté de médecine, nos collègues de l'université, nos collègues de l'unité INSERM de la faculté de médecine. Ça concerne aussi, bien sûr, tous les chercheurs de tout organisme que ce soit, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment dans le Gard où c'est le plus prégnant. Par rapport, on n'a pas de gros instituts comme l'INRA d'Avignon, par exemple, ou l'INRA de Montpellier. Mais donc, c'est peut-être ça qui va me rendre la mission plus confortable, parce que je serai moins sujet à des pressions tous les week-ends du lobbying incessant. Je vais pouvoir travailler de façon un peu libre. Alors, revenons sur l'aspect politique. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué les 2 journées par rapport au groupe Modem. Donc, ça serait intéressant de savoir déjà un petit peu avec l'impact. Je crois que vous avez un lien assez fort avec François Bayrou, puisque quand même politiquement, vous avez quand même un peu d'historique. Moi, je vous ai connu, il me semble, aux jeunes démocrates sociaux, où il y a eu un cheminement... Force démocrate. Force démocrate, voilà, avec Feu Antoine Castelnau, qui a été un type formidable pour Nîmes. Ou Poudevigne, d'ailleurs, qui a été un grand conseiller général. Jean Poudevigne, qui était président du syndicat de l'industrie pharmaceutique. Qui ont marqué Nîmes. Et qui ont marqué Aramon en particulier en termes de développement économique. Tout à fait. Donc, le lien, alors aujourd'hui, au niveau national, toujours une question qui se pose, entre Bayrou et Macron, qui domine qui? C'est Bayrou qui tient un peu Macron, ou c'est Macron qui domine Bayrou? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va, a priori, on va y revenir après sur Nîmes. L'impact au niveau national, vous qui êtes un peu dans le cœur du sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je suis peut-être dans le cœur du sujet, mais je ne suis pas dans le cœur des alcôves, donc je ne connais pas réellement... Alors, dans le cœur du sujet, pas dans le cœur des alcôves, mais dans le cœur des sujets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il a fait une déclaration de Bayrou hier soir, je crois, par rapport aux incidents de Paris, aux graves incidents des Champs-Élysées, en disant que le pouvoir devrait un petit peu muscler un peu ses interventions. Ce qui signifie qu'ils pensent qu'ils ne l'ont pas fait suffisamment. Là, alors, bon, dès le départ, François Bayrou le dit, ça n'a jamais été démenti. C'est vrai que je crois que d'abord le courant passe très bien entre les 2 hommes. Je pense que les contacts sont très fréquents entre les 2 hommes. Je pense que Bayrou a un petit peu pris peut-être un peu la stature du sage. On a le jeune président de la République, et puis on a François Bayrou qui a maintenant un parcours, qui a une vision. C'est quand même Bayrou qui a fait la bascule de notoriété pour Macron lors des... Je crois que c'est incontestable, et ça a été déterminant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que aujourd'hui nous sommes un groupe de 46 députés.
probablement dont le nombre va être amené à évoluer, mais ça, on verra ça dans les semaines qui viennent. Ça peut-être une discussion qu'on pourra avoir. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde quand même la composition de la République En Marche et la composition du mouvement démocrate, on aurait pu se dire au départ, le mouvement démocrate, c'est peut-être plus un centre-droit, ce que j'ai horreur, parce que pour moi, le centre, c'est le centre, il n'y a pas de droite. En tout cas, c'est comme ça qu'on était souvent présentés. Mais on a été les premiers, François Bayrou a été le premier, et nous avons bien sûr acquiescé et poursuivi ce cheminement et ces remarques à dire attention, effectivement, on ne peut pas découpler économique et social. Si vous voulez faire du social, il faut qu'il y ait une économie qui fonctionne, mais à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à faire dans un premier temps une phase purement économique, en repoussant en deuxième partie de mandat la phase sociale, vu l'attente, vu la situation du pays qui nous est laissée, ça ne va pas fonctionner, ça ne marchera pas. Et ça, on avait prévu, d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, dans la majorité, nous sommes plutôt perçus comme une composante sociale. Oui, il y a eu des interventions fortes quand il y a eu les modifications sur la CSG. Absolument, on s'est battu. On s'est battu. Vous n'avez pas été godillot. On s'est battu contre la suppression de l'ISF, non pas pensant que l'ISF était un impôt très intelligent, qu'il y avait probablement mieux à faire que l'ISF pour qu'il soit plus efficace, mais en tout cas, on savait que c'était un marqueur sociétal fort, et que l'image allait être catastrophique. On n'a pas été écouté. Sur la CSG, nous, on a pris acte, on savait que le budget de l'État, pour 55%, c'est en fait le social et la santé, et que dégager une petite marge de manœuvre pour mieux rétribuer les gens qui travaillent dans les catégories basses, là, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où aller chercher. On ne peut pas les prendre sur le budget de la justice. Elle crie famine. La police, l'armée, on n'en parle pas. L'éducation, on n'en parle pas. Mais aller s'adresser, comme ils l'ont fait dans un premier temps, à des retraités à revenus si faibles, on a tout de suite dit que c'était une gigantesque bêtise. Explosif. Explosif. On a effectivement amendé le texte. On n'a pas été suivi pour s'apercevoir que finalement, on est revenu à ce qu'on avait proposé, puisqu'on est revenu sur une valeur planchée, si ma mémoire est bonne, de 2000 €. La situation des Gilets jaunes en amont et la situation actuelle, un week-end qui a été un week-end cauchemardesque. Quelle est votre position? Quelle est la position du MoDem? Est-ce qu'on va une bonne fois pour toutes un peu taper sur la table pour mettre de l'ordre dans ce pays? Alors, un premier point, c'est ce mouvement à son origine. Je ne vais pas faire de langue de bois, c'est pas mon genre. Ce mouvement à son origine est très intéressant. Il est très intéressant parce que il traduit beaucoup de choses. Il traduit beaucoup de choses. On est dans des périodes de grande transition. Grande transition économique, grande transition énergétique. Économique parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a l'Inde, parce que voilà. Énergétique parce qu'on a fait tout et n'importe quoi et qu'aujourd'hui, si on ne réagit pas, c'est la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Donc c'est pas un petit enjeu. On est dans les transitions numériques. On a oublié un détail, 15% de la population n'avait pas forcément ni l'accès ni la capacité d'utiliser un ordinateur. On est passé outre. On a enlevé les services publics. Faites ça par Internet. Bon, on est dans des transitions dans tous les secteurs. Et une période de transition, d'abord, c'est une période déstabilisante pour les gens. Et ce qu'a déjà prouvé le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on était aussi dans une transition démocratique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus espérer, je pense que c'est ça la bonne nouvelle, continuer à faire tourner une démocratie à l'ancienne, en disant, voilà, il y a une espèce, je ne pas ce mot-là parce que je ne sais pas qui c'est, enfin, une espèce d'élite parisienne, politique, technocratique, etc., qui est là en place, qui prend les décisions, et puis il y a des Français qui subissent ces décisions, en bien ou en mal. Ça, je pense que c'est plus possible, et moi, ce que j'espère, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, en tout cas sur la partie façon d'établir un dialogue entre la population et les gouvernants, puisse trouver une solution permanente. Alors, est-ce que la solution permanente, c'est le référendum? On peut en parler aussi. Ou le débat démocratique, en l'occurrence, d'un format d'un grand débat. Voilà. En tout cas, ce grand débat n'en déplaise à beaucoup. Bon, il sert quand même à mettre en lumière. Voilà. Bon, maintenant, la question, c'est d'ailleurs la question sur laquelle nous allons commencer à travailler ce soir dans mon groupe à Paris, c'est comment on en sort, voilà. et quelles sont les marges de manœuvre pour effectivement prendre en compte, et il sera bien question, et il sera bien sûr obligatoire de prendre en compte un certain nombre de propositions, même si il va falloir déjà, elles sont très diverses, elles sont complexes, il va falloir maintenant trouver un petit peu des projets qui soient un peu fédérateurs. Sur
Le même mouvement ce week-end, maintenant il faut arrêter, quoi. Voilà, franchement, il faut arrêter. Je crois qu'on n'est plus du tout dans la même histoire, on est dans autre chose, on est dans une espèce d'ultra-violence, d'une ultra-radicalisation. Comme le disait fort bien d'ailleurs le préfet de l'Hérault, il y a quoi, le week-end dernier, pas ce week-end, le week-end d'avant, dans Midi Libre. Grosso modo, les manifestants qu'il avait sous ses balcons, il les connaît tous, il les a tous en fiche. Bon, à Paris, on n'en est plus très loin maintenant de cette réalité-là. Donc maintenant, il faut que ça cesse, il faut que l'ordre républicain soit rétabli. Et là, maintenant, je pense qu'on est tous en attente d'une action forte. Ça suffit. Ça suffit. L'image portée est dramatique. On a aussi un péril économique, parce que quand l'image n'est pas bonne, l'économie derrière va mal, les entreprises vont mal. Donc maintenant ça suffit. Et il faut aussi dire les choses, puisque moi je les vois à l'Assemblée nationale, hein, c'est qu'on a quand même des chers petits collègues parlementaires qui trouvent quand même très 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 judicieux, discrètement, plus ou moins discrètement, quand on voit le dénommé Ruffin, que je pratique qui était de façon de mer, qui était sur Nîmes, d'aller rajouter un petit peu d'huile, parce que leur souhait, c'est clairement mettre à mal notre démocratie et notre modèle républicain. Il ne faut pas se tromper. Ces gens-là, c'est leur objectif. Et ça, c'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler. Marketing. C'est leur marketing. Donc là, ils ont quelque chose, effectivement, une courroie de transmission, et ils l'utilisent. Alors maintenant, c'est donc rétablir l'ordre, parce que derrière, je le dis, c'est notre démocratie qui est en péril, et on voit à quel point les démocraties sont fragiles en ce moment. On les voit tomber les unes après les autres autour de nous. Et comme je dis toujours, la démocratie, c'est probablement notre bien le plus précieux, mais c'est aussi le plus fragile, parce que c'est une démocratie, et qu'à partir de là, ça n'empêche pas qu'il faut la défendre, et la défendre bec et ongle. Et une démocratie, ça se défend. Moi, je ne partage pas votre avis sur... mais c'est normal, enfin, c'est pas anormal concernant Ruffin et la France Insoumise. Je pense qu'ils ne veulent pas foutre la démocratie par terre, c'est pas vrai. Ils veulent pas. Bon. Je le pense. Déjà, il faudrait savoir de qui on parle quand on parle de la France Insoumise, parce que vous n'avez pas noté qu'entre Ruffin et Mélenchon, c'est déjà plus le même discours entre les deux. Hein, et il y a une guerre au leadership qui est assez intéressante. Il y a des nuances, mais c'est pas le but de notre débat. Non. La transition est bonne, parce qu'on parle de nuances. En Marche, c'est pareil. Bon, vous êtes un petit peu... Alors, Modem, en lien avec En Marche, mais politiquement... on a du mal, notamment sur Nîmes, à savoir qui fait quoi, quelles sont les différentes nuances d'En Marche. Parce qu'on parle, aujourd'hui on voit apparaître, donc il existe des députés qui sont Philippe Berta, qui sont Françoise Dumas, qui sont donc tendance En Marche. On voit apparaître un certain nombre qu'on a reçus, Nicolas Cadenne, Stéphane Tortajada, Laurent Mespoulet, qui a fait un article sur un livre blanc par rapport à ça au niveau du Midi Libre. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop et puis voilà, donc quelle est votre position par rapport à ça? C'est bien normal que vous ne sachiez pas trop ce qui se passe, parce qu'on a... Il y a 5 groupes. On a totalement explosé le jeu politique. Il a complètement explosé les dernières élections. Cette explosion, elle est peut-être pas totalement terminée d'ailleurs, mais en tout cas ce qui n'est pas entrepris pour l'instant, et qui à mon avis va démarrer très vite, parce que je pense que les élections européennes vont être un moment très important. Ouais. Très important, où on va reconnaître qui est qui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura les pro-européens et il y aura les autres. Et donc, je le pressens, ne serait-ce que sur les bancs de l'Assemblée nationale, que la recomposition va peut-être débuter. Même chez les militants d'En Marche? Les problèmes des militants En Marche, moi je ne vais pas parler en leur nom, parce que moi j'ai les meilleures relations du monde avec eux, évidemment, mais je pense qu'En Marche, par exemple, ne pourra pas faire l'économie d'une structuration en parti politique. À un moment donné, nous on a beaucoup donné, le mouvement démocrate, d'ailleurs on en a gardé le nom, mais à un moment donné, il faut structurer. Vous avez besoin de structurer, parce que c'est la grande difficulté aujourd'hui d'En Marche, que n'a pas le mouvement démocrate, c'est que... Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça les corps intermédiaires, je n'aime pas beaucoup ce terme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est le lien avec le terrain. Les élus de terrain, c'est les élus de terrain, c'est eux qui sont en contact avec la population, c'est eux qui peuvent faire remonter effectivement ce qu'ils ressentent auprès de cette population. Et je crois que la grande difficulté, et qui s'est traduite peut-être aussi, qui a été une des X composantes du mouvement des Gilets jaunes, c'est cette déconnexion entre la République En Marche à l'échelon national et le président de la République, et puis le terrain. Et donc il faut qu'ils construisent ce lien direct. Et donc nous, mouvement démocrate, on est un peu différent, parce que là, je note que
très grande majorité des 46 députés que nous sommes actuellement j'en suis pas, ont eu un mandat électif local. C'est pas par hasard d'ailleurs que l'une des meilleures d'entre nous, Jacqueline Gouraud pour pas la nommer, se retrouve aujourd'hui avec le ministère qu'elle a en contact justement avec le territoire et dans l'aménagement du territoire. Parce que nous avons cette fibre-là. Donc je me souviens très bien cette réunion de groupe que nous avons c'était quoi, 17 novembre, premier week-end de mouvement des Gilets jaunes. On fait un tour de table et je leur dis tout de suite, je pense qu'il va se passer quelque chose de grave. Et je n'ai pas été beaucoup écouté. Donc, je le ressors souvent d'ailleurs, parce que c'est une de mes fiertés en disant, vous ne l'aviez pas perçu. Et je regarde souvent face à moi, un de mes collègues députés mouvement démocrate de Toulouse, où on sait que c'est un des hauts lieux de la contestation actuelle, et à chaque fois il repense à ce que j'avais dit il y a effectivement quelques mois, attention, c'est beaucoup plus profond, c'est pas une petite éructation d'un petit moment d'humeur, c'est quelque chose de fond. Européenne, donc on parlait des européennes, le MoDem part avec la liste de Madame Loiseau, c'est ça? C'est Madame Loiseau qui va... Nathalie Loiseau, et moi j'ai pas confirmation de la tête de liste à l'instant T. Elle n'a pas confirmé. Elle n'a pas confirmé. Elle a fait le scoop lors de l'émission oui, mais c'est pas la semaine confirmé dernière. officiellement. Oui, non, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir... vous rejoignez la liste... Alors, République en marche, qu'est-ce qui est prévu? Ou peut-être qu'il n'y a rien. Bon, pour l'instant, j'ai rien à donner d'informations dans le détail. Je ne suis pas sûr que cette liste ne se limite qu'à la République en marche et au MoDem. On voit donc le MoDem avec la République en marche. Oui, mais par contre le MoDem avec la République en marche. Après, la liste définitive, on va vite la voir, puisque le premier grand meeting de campagne de la campagne des européennes, de mémoire, ma mémoire est bonne, a lieu le 30 mars. Donc on aura forcément à ce moment-là, et c'est pas si loin, l'organigramme complet de... Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va probablement accélérer, accentuer tout à la fois la désintégration de certains, on parlait des Républicains par exemple. On voit bien que les Républicains, c'est devenir très, très compliqué leur affaire. On voit très bien que des gens comme Pécresse, des gens comme Raffarin, ça a déjà fait, des gens comme Xavier Bertrand, etc., ne pourront plus suivre ce que va leur imposer Wauquiez. Le même Wauquiez et ses collègues que je vis, moi, puisqu'ils sont à 2 rangs d'écart à l'Assemblée nationale, que je vis avec difficulté de différencier du Rassemblement national. Je ne les différencie plus, ni dans leur réflexion, ni dans leur vote, ni dans leur agissement, ni dans leur comportement. Je tiens à le souligner parce que je trouve ça dramatique. Dramatique. Alors maintenant, on en arrive finalement à Nîmes, puisque ça va être bientôt la fin de cette émission. Donc Nîmes, vous avez toujours déclaré, je m'impliquerai dans les élections municipales à Nîmes. C'est pas impliqué, vous avez dit. Je m'impliquerai pleinement dans les municipales à Nîmes. Alors Nîmes, on voit bien qu'on a besoin, d'abord, au niveau national, la République en marche, elle a besoin d'avoir des ancrages locaux, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants. Nîmes, c'est quand même une ville de 150 000 habitants, c'est pas un village, contrairement à ce qu'on veut souvent nous faire croire. Donc on est dans une situation politique à Nîmes que vous connaissez, entre la communauté d'agglo et le maire qui est les Républicains. On sent bien qu'on est en fin de course, quoi. Le maire a 75 ans, il veut faire un autre mandat où il sortira à 82 ans. Bon, c'est son problème. On voit bien que la République en marche bouge à Nîmes. Les bruissements qu'on entend sur les municipales localement, c'est à partir de la République en marche qu'il y a le plus de bruissements. On parlait tout à l'heure de la France insoumise, eux ils sont sous l'eau. Rien, aucune présence à Nîmes efficace. Preuve en est par rapport à ce que, pour compléter ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on entend des Yvan Lachaud qui se dit, moi, potentiellement, j'aimerais bien avoir le soutien d'En Marche. On a un Nicolas Cadenne aussi qu'on a reçu il y a peu de temps qui dit, moi, je veux rester socialiste, mais je souhaite avoir le soutien de la République En Marche. Voilà, un peu par rapport à ce que tu complétais. Et ce matin, dans Midi Libre, il y avait un article sur la République En Marche. Il vient de lancer son livre blanc pour les municipales. Et en gros, il disait... Alors,
c'est pas la République en marche, c'est le groupe de Laurent Mespoulet, pour mettre des guillemets entre un nom. Il dit, on a 2 candidats naturels pour les municipales. C'était indiqué ce matin dans Midi Libre. 2 candidats naturels, c'est Philippe Berta et Françoise Dumas. Donc à eux, soit on investit quelqu'un, soit on soutiendra, mais c'est d'abord à ces 2-là de répondre s'ils partent au municipal ou pas. Alors voilà, ça a été donc le député Berta, c'était une incartade au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut y avoir une incartade au niveau des municipales chez Philippe Berta? Philippe Berta ne va pas répondre de cette façon-là. Philippe Berta, il va d'abord répondre. Non, Philippe Berta, il va répondre de la façon suivante. C'est que oui, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Moi, je suis à l'échelle locale observateur, quand j'ai un peu le temps d'observer. Bon, je vois. Et peu loquace, d'ailleurs. Et peu loquace, oui, non, mais je pense qu'il faut toujours apprendre à fermer sa gueule quand on n'a rien d'important à dire, et surtout ne pas faire l'intelligent, essayer de s'exprimer tout le temps, surtout, c'est pas du tout dans ma nature. Je vois donc effectivement des candidats potentiels, putatifs, comme on pourrait dire, qui s'agitent dans tous les sens. Alors, pas donneur de leçons, mais quand même, quoi. Je vais juste te dire les choses telles que je les ressens, et je dirais la même chose si j'étais sur Avignon, par exemple, puisque j'ai quelques échos. Aujourd'hui, la question, il n'y en a qu'une qui vaille sur sur notre bonne ville de Nîmes. C'est comment on échappe au Rassemblement national. C'est la seule question qui vaille. C'est la seule question qui vaille. Alors maintenant, si un certain nombre de démocrates, ou prétendus tels, veulent jouer à copie séparée, on va à la catastrophe. On va à la quadrangulaire. On va à la catastrophe. L'ambiance du moment, qui est toujours très amplifiée dans notre région, parce que l'économie, parce que le niveau socio-culturel, parce que plein de raisons, etc., on va à la catastrophe. Donc la question, elle est juste là. Qui, effectivement, incarnera demain la seule capacité déjà à rassembler et à vaincre le Rassemblement national. C'est la seule question qui vaille. La deuxième question vient tout de suite derrière. Philippe Berta? Mais Philippe Berta, il n'exclut rien du tout, il verra bien. C'est vraiment pas le moment, parce que ce que je crois, par contre, sincèrement, c'est que l'épisode européen va rebattre complètement les cartes. Donc, pourquoi? Parce que c'est ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez ne serait-ce que la composition de l'hémicycle aujourd'hui, on voit très bien que certains ont commencé à faire des pas. Oh, ils n'ont pas fait des pas, franchement. Il y a eu des agir. Vous croyez que l'hypothèse Jean-Christophe Lagarde, 2%, ces gens-là, vous savez, les élus de carrière dont je ne suis pas, à un moment donné, ils pensent à l'élection. Vous avez effectivement ces élus dits territoires qui se sont rassemblés. On voit très bien que ça bouge. On voit qu'à gauche, c'est pas totalement terminé non plus. Hervé Morin qui vient aussi. Alors Hervé Morin qui, lui, par contre, subit cette dérive incroyable chez Wauquiez, incompréhensible. Mais ça, c'est son problème. Au moins, peut-être que les masques tombent. Donc, on voit qu'il va se passer énormément de choses. Vraiment, je le crois, dans les semaines qui viennent. Et le bon moment de parler municipal sera clairement au mois de septembre. Là, on en reparlera avec plaisir. Mais pour l'instant... Et puis ensuite, vous l'avez mentionné, et je reprends la balle. Bon, nous sommes dans une ville de plus de 150 000 habitants, où de toute façon, la désignation d'un tête de liste, que ce soit République En Marche ou une République En Marche très élargie, viendra du national. C'est un équilibre, ce sont des échanges, etc. Donc on n'en est pas du tout dans cette configuration-là. Je le rappelle, le seul problème que nous avons sérieux aujourd'hui, c'est sortir de la configuration effectivement imposée aujourd'hui par les pseudo-gilets jaunes que nous vivons tous les samedis. Et 2, c'est effectivement sauver Notre-Dame Europe, parce que je fais partie des gens qui suis prêt à en parler pendant des heures, mais qui savent pertinemment que sans Europe, nous n'avons pas d'avenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait par hasard si certains, et je pense aux États-Unis, et je pense à la Russie, et je pense même à la Chine, vont tout faire pour que notre Europe implose définitivement. Et donc, l'objectif, il est là. Sauvons déjà notre Europe, reconstruisons une belle Europe, peut-être à 5, peut-être à 6, probablement pas à 27 ou à 28, on verra ce que donne le Brexit, mais en tout cas, la vraie urgence, elle est là. Et puis, l'étape municipale, ça n'empêche pas, et je trouve ça très bien, que les gens commencent à travailler, des projets, j'espère qu'il y a des beaux projets qui se construisent. Moi, j'ai quelques idées dans la tête, j'en ai toujours eu pour cette ville, vous n'allez pas me changer, et on verra le moment venu, mais le moment venu, c'est pas maintenant, c'est le mois de septembre.
On peut quand même considérer que la décision sera prise à Paris. Oui, tout à fait. Mais il faut bien qu'il y ait à Paris, ils ne connaissent pas le terrain de Nîmes, donc ils vont bien s'appuyer. Oui, donc on peut bien penser que les 2 députés de Nîmes, Ils seront consultés. qui en Oui, plus bien sûr. sont des députés actifs, qui ont des responsabilités. Le deuxième mandat de Françoise Dumas, il est beaucoup plus lumineux que le premier, je dirais. Elle est plus dans la lumière. On sait ce qu'on en veut, mais elle est plus dans la lumière qu'à son premier mandat. Donc on peut penser que vous jouerez quand même un rôle fort dans le lobbying, pour faire le lien entre le lobbying local et le lobbying national. Vous aurez, vous, un regard horizontal et ouvert. J'avoue mon inexpérience, puisque c'est la première fois que je me retrouve élu national, et puis effectivement, à un moment où des choix nationaux vont se faire pour mon territoire. Donc, je pense effectivement qu'on sera consulté. Maintenant, est-ce que notre voix va peser? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je le redis, moi, le seul message que je fais passer, ou que je ferai passer actuellement au national, c'est qu'il faut trouver le meilleur d'entre nous, qui soit capable de fédérer le plus large possible, parce que de toute façon, ce que vous n'imaginez pas, c'est la déconnexion de ce qu'est la politique aujourd'hui à l'échelon national et ce qu'elle est sur notre territoire. C'est-à-dire que la bombe Emmanuel Macron d'il y a bientôt 2 ans n'a pas encore eu ses retombées à l'échelon local. On est toujours sur des principes, sur la vieille politique, et cette vieille politique n'a plus de sens. D'ailleurs, j'observe que certains vont cliquer avant les autres. J'ai, il me semble, sur ma circonscription, une ville qui s'appelle Uzès, pour le maire, elle a tout de suite contacté l'ancien député socialiste. J'observe que sur Avignon, le maire de Villeneuve-les-Avignon a tout de suite contacté l'ancien député socialiste, actuel République En Marche. Donc certains l'ont très bien compris, l'ont anticipé, et je trouve d'ailleurs intelligemment. On peut voir ça comme de la tambouille politicienne. Bon, ça c'est une vision. En tout cas, ça les met dans une configuration et dans un projet d'avenir qui se simplifie quand même remarquablement bien. Nous, à Nîmes, c'est beaucoup plus compliqué, et alors que nous sommes, par rapport à des villes comme Uzès et même comme Avignon, certainement dans la situation la plus périlleuse qui soit. Vous voyez, on est ici à Marguerite, on en parlait en off, Bezouze, Saint-Gervasy. Moi, les scores du Front National, ici, je les connais. Et effectivement, on ne sait même plus par quoi ils sont motivés. Mais enfin, ils sont... Quand j'ai battu le Front National au second tour des législatives, alors que je crois que c'était la première fois que ça arrivait à Marguerite depuis des années, et de 3 voix. Et je les ai battus de 3 voix, dans une configuration qui était quand même un raz-de-marée. Donc vous voyez, on n'a qu'une seule priorité, et j'espère que ça sera bien la priorité du national, ici on n'a pas de tambouille à faire. Ici on a une question principale. Comment on reste dans une ville démocrate, et comment donc on donne un espoir économique et de développement socio-économique à cette ville. Et Dieu sait si cette ville en a besoin. On en reparle au mois de septembre? On en reparle au mois de septembre. Après la fête de l'UMA, quoi. Bien, pourquoi pas. Elle est bonne. Voilà, je crois qu'on a terminé cette émission. On est très heureux de vous avoir vu parce que vous avez une communication discrète. On en parlait tout à l'heure. Efficace, discrète. Vous ne faites pas des escrocs, vous n'êtes pas partout à prendre la parole sur tout et rien. Donc on est assez satisfait de cette rencontre. C'est très gentil. Ce qu'on peut rajouter, c'est que nos prochains invités, les prochaines émissions seront la semaine prochaine Alain Clary. Alain Clary qui va nous... je crois que ça va être très intéressant de voir un petit peu, reparler un peu des événements qui ont tendance un petit peu l'histoire a tendance à se répéter. Donc les événements, l'élection d'Alain Clary, est-ce qu'on n'y en est pas un peu à côté? Il y aura donc après une personne qui est de France Insoumise. Oui, Karine Bouinchef. Karine Bouinchef. Suivi qui était de... candidate avec vous. Enfin, sur la même circonstance. C'est possible. Julien Devez, qu'on aura donc après, qui sera sur le mois d'avril. Ensuite, on aura, il est prévu aussi David Debib. Enfin voilà, toute l'actualité de Nîmes, parce que c'est une émission où on en parle de Nîmes. Merci. On remercie Benjamin Barre. Pardon, Benjamin Ray. Qui est toujours Merci Benjamin. Et votre attaché parlementaire aussi, François Courlil, qui a été très efficace dans l'organisation de ce débat, et on tient à le remercier. Merci. Merci, bonne journée. Merci à tous, à bientôt.